La dette, la dette, la dette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est 1/3 de la dette totale. Mais les 2/3 qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà. Il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts. » Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal. On l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh ben non. Le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes, très très rapidement et très très fortement rémunérateurs, mais également très très risqués, qui pourraient produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. C'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés, ah non, ça on avait dit non, de gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies. C'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte, emprunte, emprunte. Et la dette explose. Les voilà, les 2/3 de la dette. Ces 2/3 illégitimes. C'est la dette des riches, de leur crise et des cadeaux qu'on leur a faits. Mais écoutez la suite, c'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Aux riches. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts. Et qu'on devra lui rembourser avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon, le bouquet, le comble, mais surtout injuste. Pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Depuis 2008, la dette publique a augmenté un peu mécaniquement parce que les recettes ont baissé à cause de la récession, alors que les dépenses continuaient à peu près sur le même rythme. Et ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'une partie de ces dépenses, c'est ce qu'on appelle les stabilisateurs sociaux, c'est-à-dire un moyen de préserver le revenu d'une partie de la population et donc de réduire l'ampleur de la récession. Mais il y a un autre effet, il y a 2 autres effets qu'il faut ajouter à celui de la crise, qui est l'effet accumulé des politiques fiscales qui ont été menées depuis 10-15 ans et qui faisait que la France est arrivée avant la crise avec un déficit déjà important, mais qui est principalement dû aux cadeaux fiscaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop dépensé, mais on a cessé de prélever des recettes, une partie des recettes en faisant des cadeaux, soit aux entreprises, soit aux couches les plus privilégiées. Et enfin, dernier point qui se rajoute, c'est l'effet des plans de relance et des plans de soutien au système bancaire qui sont venus creuser la dette. La logique d'ensemble qu'il faut bien comprendre, c'est que le système qui est tombé en crise en 2008 est un système qui a été fondé sur une accumulation de dettes plus ou moins toxiques, etc. On n'a pas voulu vraiment les remettre à niveau, qui aurait nécessité notamment la nationalisation des banques pour remettre tout à plat. Et
tout se passe comme si ces dettes privées passaient aux dettes publiques, étaient reprises en charge par les finances publiques, et que ensuite les finances publiques, par les programmes d'austérité, repassaient la facture à la majorité de la population. Le paradoxe, c'est que ces dettes sont détenues par les banques qu'on avait sauvées auparavant, et elles ont même acquis ces titres de la dette à des conditions tout à fait généreuses. Et donc, d'une certaine manière, le sauvetage des États, qui est la question du jour, est derrière un sauvetage des banques et, disons, du système financier dans son ensemble. Et je pense qu'on paye le prix de l'absence de décision radicale qui aurait dû être prise à l'entrée de la crise, à savoir, encore une fois, cette idée de nationaliser les banques pour faire le compte, parce que c'est extrêmement opaque, et pour apurer brutalement les actifs toxiques accumulés depuis des années. Le caractère principal de la crise n'est pas financière, c'est d'abord une crise sociale. C'est une crise sociale parce que on voit bien, ce sont les inégalités sociales qui ont construit la crise, c'est les formes du néolibéralisme, la financiarisation, la subordination au marché mondial des capitaux qui a construit la crise. Et toutes les sorties de crise se heurtent à cette question d'abord de la crise sociale. Est-ce qu'on arrivera à faire payer la crise aux pauvres ou est-ce qu'il faudra des aménagements plus importants? Ce que disent les mouvements, ce que disent les peuples qui sont révoltés par rapport à la question de la crise, c'est que l'urgence sociale est énorme, qu'elle est liée à des inégalités sociales, qu'elle est liée aussi à la corruption qui caractérise ce que représente le néolibéralisme aujourd'hui, c'est une concentration fabuleuse d'argent et de richesses dans des mains de moins en moins importantes. Il y a deux aspects qui me semblent fondamentaux, et ils se rejoignent bien sûr. Bon, l'un d'entre eux, c'est que le capital financier exerce aujourd'hui un contrôle sur la vie quotidienne des individus dans des proportions qui n'avaient jamais existé au même degré auparavant. Bon, c'est la fameuse question des subprimes, c'est-à-dire les prêts, les emprunts immobiliers, mais d'une façon générale, c'est le crédit à la consommation. Bon, et on voit bien que, comme toujours, c'est avec les pauvres que se font les plus gros profits. Il y a un court-circuit direct entre le pouvoir des banques d'un côté et les conditions de vie des gens qui essaient de joindre les deux bouts au jour le jour. Bon, alors évidemment, les banques sont fragilisées parce que si les gens peuvent plus payer, c'est la catastrophe. Mais d'un autre côté, vous avez des centaines de milliers, des millions de gens dont l'existence au jour le jour est complètement entre les mains du système bancaire. Bon. De l'autre côté, il y a le nouveau type de rapport entre la finance et les États, d'où le problème de la dette publique. Bon. Et en particulier le fait que, ayant réduit drastiquement l'imposition, supprimé les impôts sur les revenus les plus élevés, en particulier les revenus du capital, on a mis en quelque sorte le budget public, le budget des États, donc évidemment tout ce qui fournit, les services sociaux, le fonctionnement de l'administration, entre les mains d'un système de financement par le marché financier, qui est un système au fond de dépendance mutuelle, parce que d'un côté, les banques ont besoin des États pour être renflouées quand elles se trouvent en danger, et de l'autre côté, les États aujourd'hui sont obligés d'abonder les caisses, disons, à travers des emprunts dont les taux d'intérêt fluctuent complètement au gré des évaluations. Bon. Donc il émerge quelque chose comme un nouveau souverain, si vous voulez, bon, qui est une collusion, bien entendu, ou une alliance, une combinaison intime de l'État dans sa forme actuelle et du système bancaire, qui est complètement soustrait à tout contrôle démocratique et qui fonctionne naturellement en fonction des intérêts du capitalisme. Et il y a une liaison entre la crise sociale et la crise démocratique, évidemment, puisque si on ne réussit pas à faire payer la crise aux pauvres, eh bien, ça va entraîner des formes de répression, même de dictature. Mais c'est aussi une crise géopolitique. Et c'est une crise géopolitique, pas seulement parce qu'il y a des pays émergents et que effectivement ces pays sont pas anticapitalistes, mais ce sont des pays qui n'acceptent plus l'hégémonie occidentale. La Chine, le Brésil, l'Inde, les 30 pays émergents actuellement remettent en cause la question effectivement de la subordination politique à l'Occident, c'est-à-dire aux États-Unis et à l'Europe. Et puis il y a enfin une quatrième dimension qui, elle, est tout à fait nouvelle et qui a été très bien mise en évidence à Copenhague. C'est la crise écologique.
Et alors, cette dimension écologique de la crise, elle s'est traduite par un approfondissement de la crise et un changement de nature de la crise. Parce que si on ne peut plus sortir de la crise uniquement en retrouvant des formes de croissance, d'augmentation de la production, et si on est obligé de remettre en cause le modèle de production et de consommation, évidemment, on n'est plus seulement dans une crise du néolibéralisme, de la phase actuelle de la mondialisation capitaliste, on est aussi dans une crise du système capitaliste lui-même. À l'origine de la crise de la dette, il y a des décennies de creusement des inégalités, de constitution de fortunes colossales, d'abandon de la démocratie au profit des marchés financiers. Les marchés nous sont toujours présentés comme une sorte d'entité économique naturelle, mais le terme masque une construction idéologique puissante, représentant les intérêts d'une oligarchie de plus en plus riche, de personnes donc bien réelles, très conscientes de leurs intérêts individuels et collectifs. De plus en plus, on les rencontre dans les institutions publiques et gouvernementales. Par exemple, à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne, on trouve depuis peu Mario Draghi, ex-associé de Goldman Sachs. Rappelez-vous, cette banque qui avait camouflé l'ampleur de la dette grecque. C'est leur crise, mais ils n'ont pas décidé de rendre les armes pour autant. L'occasion est trop belle de finir le travail et de consolider encore leur pouvoir, c'est-à-dire démanteler la puissance publique, transférer au privé l'éducation, la santé et même aux États-Unis l'armée, réduire la solidarité à une peau de chagrin et rejeter les peuples hors de la scène politique. Les principaux partis politiques et les médias unanimes sont sur cette ligne. Le nouvel horizon indépassable, ce serait la réduction de la dépense publique et son corollaire, l'austérité. Le peuple n'a donc qu'à bien se tenir et accepter le régime minceur des budgets publics. Toute autre porte de sortie, aussitôt qualifiée d'irréaliste, non sérieuse, irresponsable, est balayée d'un revers de la main. Mais leur réponse à la catastrophe qui arrive, toujours la même, non seulement ne réglera aucun problème, mais nous enfoncera encore plus dans la crise avec ses conséquences sociales dramatiques. Pourquoi les peuples paieraient-ils une facture qui n'est pas la leur ? Face à cette crise sociale, écologique et démocratique, les peuples s'indignent et inventent de nouvelles formes d'action pour affirmer un refus et une volonté d'émancipation. Alors c'est là qu'on se pose la question de savoir à quel niveau on peut réagir et si on a encore des moyens au fond d'influer sur ce processus. Et je suis persuadé depuis très longtemps que naturellement il faut des mouvements démocratiques à tous les niveaux, locaux, nationaux, mais que pour ce qui nous concerne en tout cas c'est fondamentalement au niveau de l'Europe que les choses se jouent. Bon, j'ai toujours été un partisan du fédéralisme européen, mais pas n'importe quel fédéralisme européen. Et ce que je vois se profiler en ce moment, en particulier au travers du règlement de la crise grecque, ou plutôt de l'austérité féroce qui est imposée à la Grèce, c'est une transition vers le fédéralisme européen sous des formes absolument non démocratiques. On voit se profiler, en effet, un niveau supérieur d'intégration européenne dont les peuples sont radicalement exclus. Et la conséquence va en être évidemment une nouvelle montée de nationalisme, de xénophobie réciproque. Les choses sont déjà allées très loin de ce point de vue. L'opinion publique allemande, qui se serre la ceinture aussi, il ne faut pas se tromper sur ce point, est persuadée que les Grecs sont des profiteurs et des fainéants. Les Grecs sont persuadés que les Allemands sont des néo-nazis. Et donc, on va, de ce point de vue, non pas vers une progression de la solidarité, si vous voulez, mais au contraire, vers une montée des populismes, comme on dit, ou des nationalismes. Ça sera le Front National en France, ça sera la Ligue du Nord en Italie, ça sera d'autres mouvements équivalents, ou même tout simplement, à l'intérieur des partis de gouvernement que nous connaissons, un renforcement des égoïsmes et des antagonismes. Il est donc absolument vital à mes yeux, je le dis avec toute la conviction dont je suis capable, que les informations, les mobilisations, les propositions alternatives circulent aujourd'hui à travers les frontières entre les différents pays européens.
Les indignés, c'est quoi? C'est un mouvement qui est né il y a à peine 6 mois, qui est né en Espagne à l'origine, qui s'est dressé contre les mesures d'austérité que le gouvernement espagnol de Zapatero voulait mettre en œuvre et qui a pris une forme d'action assez particulière qui consistait à camper sur une place centrale comme celle-ci, la Puerta del Sol. Et à partir de là, le mouvement s'est étendu dans le monde entier sous le nom des indignés, principalement en Europe puis en Israël. Il s'est aussi étendu en Amérique du Nord et principalement aux États-Unis dans une configuration un tout petit peu différente mais très similaire qui s'appelle Occupy Wall Street. Ces mouvements-là, et en particulier le mouvement des indignés, a une double racine, une double origine. Une origine sociale évidente, c'était pour protester contre les plans d'austérité. Et c'est pas un hasard si les Portugais et les Grecs ont été les seconds indignés après les Espagnols, parce qu'ils étaient exactement dans la même logique et dans la même disposition avec des plans d'austérité très agressifs et très difficiles pour les populations locales. Mais la deuxième origine des indignés, c'est la place Tahrir. En fait, pour les Espagnols, les révolutions arabes, le printemps arabe ont été le point de départ de l'idée qu'il était possible de se dresser face à des mesures qui apparaissent antidémocratiques, parce que les peuples ne sont pas consultés, il n'y a pas de discussion démocratique sur les plans d'austérité, les gouvernements les imposent à leur population, quel qu'en soit le prix, et puis aussi l'idée qu'on pouvait aller très loin dans la remise en cause de ces plans d'austérité, comme on pouvait aller loin contre les dictatures, si on était à la fois pacifiste, démocrate, mais très radical dans sa forme d'expression, en montrant une indignation qui méritait qu'on s'arrête physiquement à un endroit, sur la place Tahrir, donc au centre du Caire, sur la Puerta del Sol pour ce qui était des indignés, et pour ce qui est des indignés français, une errance qui les a amenés de la Bastille à ici l'hôtel de ville. Et ce qui est très intéressant avec les indignés, c'est que c'est un mouvement horizontal de jeunes, souvent issus de la classe moyenne. C'est un mouvement spontané, sans structure, qui a décidé d'avoir des formes d'organisation tout à fait spécifiques, basées sur les assemblées générales où seuls les individus parlent. Ils peuvent être membres d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une association, mais quand ils s'expriment, c'est en leur nom propre. Et grâce à ces formes d'action et à ces modèles de mobilisation, ils ont été capables d'exporter ce modèle un peu partout, en permettant à tout un chacun, à des indignés ordinaires, si on peut dire, de se mobiliser sans avoir à attendre une consigne venant de leurs associations, de leurs partis politiques ou de leurs syndicats. Et tout l'enjeu maintenant, c'est à la fois de défendre ce mouvement des indignés, de les aider à étendre encore leurs formes de protestation et leur mobilisation, mais aussi de trouver les moyens d'articuler ces nouvelles méthodes avec celles plus classiques du mouvement syndical ou des organisations de la société civile. Côté politique, la droite et la social-démocratie, en France et en Europe, s'écharpent au fond sur la manière de faire passer la pilule sur le caractère plus ou moins brutal de l'austérité. Ils ont en commun de vouloir réduire les dépenses publiques pour rassurer les marchés. Les indignés, les syndicats, les forces de la gauche digne de ce nom doivent construire un front social et politique. Et pour ça, il faut de l'unité, de l'imagination, de la détermination afin de soulever les montagnes et de faire vivre l'égalité et la liberté qui sont aujourd'hui bafouées. À milieu des intérêts du capital, c'est la mise en commun des richesses, des pouvoirs, des savoirs et des temps que nous devons avoir comme boussole. Alors, faisons partager ce désir d'un autre monde nécessaire et possible. Jacques Généreux raconte ce que Papandréou aurait dû faire et ce qu'un responsable politique d'une gauche digne de ce nom pourrait faire afin d'inverser cette logique. Tout responsable politique peut-il agir ainsi ? Oui, à condition de se dégager du pouvoir de l'oligarchie et de s'appuyer sur le mouvement social, sur le peuple. Cet automne, l'appel pour un audit citoyen de la dette publique a été lancé par une vingtaine d'associations, des intellectuels et des artistes. Des dizaines de milliers de citoyens l'ont déjà signé. Alors, M. Papandréou, quand il arrive au pouvoir en Grèce en 2009, il arrive sur un programme de gauche, c'est un socialiste, président de l'Internationale socialiste, et sur un programme qui prévoit de faire payer les riches, de restaurer les capacités financières de l'État, de lutter contre la crise, bref, un programme de gauche. Et il tombe en pleine crise, comme vous le savez, et immédiatement, il se couche devant les marchés financiers, et au lieu d'appliquer son programme, il va plonger son pays dans l'austérité pour faire face au problème du règlement de la dette. Bien. Donc, il devait faire, et il pouvait faire, c'est surtout cela, exactement le contraire. C'est-à-dire, il pouvait appliquer son programme, et pour avoir les marges de manœuvre nécessaires et échapper à l'épouvantable spéculation contre la dette publique grecque, il devait prendre immédiatement, dès son arrivée au pouvoir, une série de mesures très simples. La première, déclarer un moratoire, c'est-à-dire une suspension générale du règlement de la totalité de la dette publique grecque. En disant aux créanciers, nous allons nous réunir, étudier la situation de la dette grecque pour aller vers une restructuration
et voir la part qui peut être raisonnablement remboursée, à la fois parce que c'est possible et parce que c'est une dette légitime. Deuxième chose, il devait prendre un décret ou faire voter par le Parlement, il y en avait la possibilité puisqu'il avait la majorité, une loi réquisitionnant sa banque centrale pour lui redonner, contrairement à ce qui est prévu dans les traités européens, le pouvoir d'intervenir directement pour financer les biens publics. Ce qui est indispensable, c'est-à-dire que ça permet, pendant le temps où on met en place des solutions pérennes pour financer les biens publics, ça permet à la Banque centrale grecque de faire des concours directs à l'État grec pour assurer le financement des biens. Troisièmement, ceci étant mis en place, il fait voter par le Parlement une loi précisant l'enveloppe totale par laquelle on peut autoriser la Banque centrale à monétiser une partie de la dette, c'est-à-dire à racheter une partie de la dette et à la détruire purement et simplement. Dans le moyen terme, et pour engager ce moyen terme, il devait aussi déclencher un audit citoyen sur cette dette publique. C'est-à-dire lancer un vrai programme sérieux d'évaluation par les politiques, par les parlementaires, mais aussi par les experts et sous le regard des citoyens, des syndicats, un vrai audit pour savoir d'où vient cette dette. Et enfin, dernier volet de ce programme à moyen terme, pour qu'à long terme, on ne retombe pas dans une dette excessive, alors il pouvait mettre en œuvre son programme de réarmement fiscal de l'État grec, car il y a un vrai souci, c'est-à-dire un vrai système d'impôts progressif qui fasse en effet payer les riches, qui mettent à contribution les revenus du capital et donc assurer un financement pérenne des biens publics. La dette illégitime, c'est l'idée que la dette publique, elle a été faite sans l'assentiment des citoyens, sans débat avec les citoyens et qu'elle a été même faite contre les intérêts des citoyens. Et on a toutes les raisons de croire que la dette publique en France et la dette de façon générale dans les pays européens et dans le monde, elle est illégitime dans le sens où elle provient essentiellement du sauvetage massif de la finance suite à la crise de 2008 et essentiellement également de la récession issue de la crise. En tout cas, elle se fait dans l'intérêt de cette finance et contre l'intérêt des salariés, des retraités, des chômeurs, des étudiants, etc. Dans le sens où on instrumentalise cette dette pour mettre en place des plans d'austérité sociale et détruire les services publics. Donc l'audit citoyen de la dette, c'est l'idée qu'on va poser une question éminemment politique, c'est qui est responsable de cette dette et in fine, qui doit payer. Et déjà ça pour nous, c'est une démarche extrêmement importante. L'idée aussi, c'est de pas arriver avec un programme tout fait, mais de susciter le débat entre les citoyens pour que eux-mêmes, petit à petit, ensemble, ils construisent des revendications citoyennes. Il faut un moratoire pour faire le ménage, mais un vrai ménage dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus, et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette, pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher, et c'est plus juste, et c'est plus chouette. Parce que là ça fait bzef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bzef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bzef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bzef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Présente quand la masse est en marche silencieuse, quand elle hurle en cachette, moribonde et pleurnicheuse, quand elle chuchote la colère comme un tabou, comme un secret, quand elle abdique cadavérique, quand la révolte est prohibée. L'autocensure aliène comme la pire des prisons. Les murs invisibles sont plus solides que le béton. Ils enchaînent, ils enferment dans le silence, ils emprisonnent. Et graves sont les conséquences, les proles se le pénisent, les forces se divisent. Le contrôle social isole et paralyse. On segmente, compartimente, on priorise. Les luttes s'autonomisent et plus personne pour les valises. BZF, nos rêves, nos utopies, nos idéaux, nos espérances, nos projets de vie sabotés par une réalité impitoyable, bousillés par l'urgence arbitraire et insatiable. Hey basta, parce que là ça fait BZF. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait BZF. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait BZF. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait BZF. La révolte a sonné, fais gaffe à toi
petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey